Est-ce que vous connaissiez le Nord? Est-ce que vous étiez déjà venu dans le Nord? Non, il y a longtemps que je ne suis pas venu. Je suis venu quand j'ai fait mon dernier Paris-Cambrai, mais je ne me rappelle plus quand. 2012. 2012. Hein? 2012. En 2012? Ouais. Ah bon? 2012? Oui, j'ai fait le dernier Cambrai. Ouais. Mais je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de Paris-Cambrai? Hein, Jean-Marc? Eh bien, je me rappelle comme souvenir Jean-Marc, qu'il y a beaucoup de camaraderie. on avait un nœud-pape. Et que 2012. c'est... 2012, oui. C'est une, C'était une des plus grandes le que 31e. je me rappelle, Paris-Cambrai, c'est inoubliable. Et un cycliste qui n'a pas fait Paris-Cambrai, c'est pas un cycliste. Le plus dur que Paris-Cambrai? Le plus dur? Ouais. Oh, oui, il y a beaucoup, il y a plus dur. Paris-Roubaix, un truc que vous connaissez peut-être pas, la marmotte. La marmotte, ouais. Vous la connaissez? Ouais, ouais. Alors ça, c'est dur, c'est dur. Moi, je l'ai fait 3 fois. Bordeaux-Paris, je l'ai fait 8 fois. À chaque fois, j'ai pris les 36 heures. En moins de 36 heures. Et mon meilleur temps, c'est 22 heures. Bon, enfin, j'avais 12 ans. J'ai commencé par faire de la boxe. Alors, la boxe, ça m'a pas plu. Ouais. Et j'ai retenu surtout de la boxe la culture physique, parce que la culture physique, c'est la base de la boxe. Et depuis ce temps-là, je fais toujours de la culture physique. Bon, après, je me suis lancé dans la gymnastique. Alors, la gymnastique, j'en ai fait pendant 1 an aussi, et je suis devenu moniteur en gymnastique. Mais aux pyramides. Vous savez ce que c'est, les pyramides? Le plus petit, je suis tout en haut. Et c'est là que j'ai commencé à faire du vélo. Voilà. J'avais pas 15 ans. Et la première course que j'ai faite, c'était le circuit de l'Ourcq, n'est-ce pas? Et comme j'avais pas 15 ans, j'ai couru sous un faux nom. Mais dans ce temps-là, toutes les courses là-bas dans la région parisienne, il y avait une moyenne de 500 partants, parce qu'à cette époque, c'était le cyclisme qui était le sport roi en France. Hein. Voilà. Jusqu'en mars 19, j'ai fait beaucoup de courses, mais je n'en passe pas. Parce que je parle que de choses que je peux prouver. Et ça, comme tout ça, ça a été détruit dans les bombardements, je n'en parle pas. En 1919, parce qu'il y avait, vous savez, il y avait toujours des gars, ils suivaient les courses pour monter dans leurs équipes, n'est-ce pas? Et il y en a un, il me dit, je te prendrai bien dans mon équipe, mais tu cours comme un idiot. Le président du club, il vous rapporte toi parce que t'es trop petit, et tu seras jamais un champion. Ah, je serai jamais un champion? Hop, je bazarde tout mon matériel, tous mes vélos, j'avais des vélos de piste, j'avais tout ça, j'ai tout bazardé, et puis je dis, allez hop, tu vas t'engager dans l'armée. Je voulais m'engager dans la marine, vous savez, dans la marine marchande. C'est parce que mon grand-père, il était dans la marine marchande, n'est-ce pas? Et je ne l'ai pas connu parce qu'il a attrapé les fièvres, n'est-ce pas? Et il est mort à 32 ans. Et je ne l'ai pas connu. Alors là, je vais au ministère de la marine marchande à Paris. On me dit, vous êtes inscrit maritime? Je dis non. Eh bien, il dit, vous ne pouvez pas aller à la marine. Au lieu de me dire d'aller à la marine militaire, n'est-ce pas? Alors donc, je dis, puisqu'ils veulent pas de moi, eh bien, allez, tiens, il y a un copain, il me dit, pourquoi tu ne vas pas au pompier de Paris? T'aimes le sport. Alors, je m'engage au pompier de Paris. J'étais même pas rentré dans le bureau déjà, que j'étais déjà pris. Ils en avaient besoin. Alors, rapidement, hein, je m'engage pour 3 ans. Non, je m'engage pour 2 ans, plus 1 an du service militaire, ça fait 3 ans, n'est-ce pas? Vous savez, quand on arrive, ils vous demandent qu'est-ce que vous avez fait, patati, patata, n'est-ce pas? Alors je lui dis, je travaillais dans la chaussure. Ah il dit, vous serez cordonnier. Oh, je dis, non, monsieur, je ne suis pas venu au pompier de Paris pour faire de la chaussure, je suis venu... Alors, je n'avais pas vu, derrière moi, il y avait un grand fauteuil,
il y avait un monsieur, il se lève, c'était le capitaine Coche, et il me dit, mon petit bonhomme, à partir d'aujourd'hui, tu es un numéro, on t'a dit que tu serais cordonnier, tu serais cordonnier. Dans mon fort, j'ai dit, je ne sais jamais. Mais il m'en a fait voir, il m'en a tellement fait voir que j'ai décidé, quand j'ai fini mes 3 ans en 1934, j'ai pas continué, voilà. 36, n'est-ce pas, vous avez pas connu 36, c'est un des plus grands événements que les ouvriers ont obtenu. Vous avez obtenu, vous savez, les congés payés, tout un tas de trucs, enfin bref. Mais, alors là, ça m'a permis de rentrer à la Banque de Paris des Pays-Bas comme pompier. Oh, j'avais trouvé un travail formidable. On était bien payé. Ah oui, parce que il m'avait versé dans l'infanterie. Alors, j'ai été faire des stages à Mourmelon. Vous connaissez Mourmelon? Vous y avez été? Ah, quel bordel! Enfin, bref. Et alors là, je passe rapidement, n'est-ce pas? Et alors, il fallait que je me rende tous les 3 mois à la caserne, parce qu'on essayait déjà les masques à gaz. Je me rendais pas compte, mais ils préparaient déjà la guerre. En 1938, première mobilisation, quand Hitler avait envahi la Tchécoslovaquie, n'est-ce pas? Et puis, soi-disant que les Français avaient sauvé la guerre, ils n'avaient rien sauvé du tout, parce que soi-disant que Hitler, il a dit, avec ces cons-là, je peux pas être tout ce que je veux. Bon, vous connaissez l'histoire comme moi, n'est-ce pas? Avec 39, mais on l'a mobilisé. Alors là, ils avaient pris, les pompiers avaient pris tout le département de la Seine. Parce que dans le temps, les pompiers avaient seulement que Paris, tu sais, parce que Paris était encerclé avec où c'est qu'il y a maintenant les grandes voies, vous savez. Avant, c'était un grand fossé. Alors, donc, me voilà à Drancy, n'est-ce pas? Et là, alors là, comme j'étais le seul qui avait permis de conduire, on me dit, tu seras conducteur du capitaine. Mais c'était pas le capitaine Go, c'était un capitaine de réserve, capitaine Lièvre, n'est-ce pas? Alors me voilà, j'ai un bon filon. Bon, je passe rapidement, n'est-ce pas? Il y a eu pas mal de bombardements, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez connu Renault, tout ça, il y a eu beaucoup de bombardements. Et puis alors, quand les Allemands ont bombardé le Bourget, c'était incroyable. C'était occupé par les Anglais, sans avions de chasse, n'est-ce pas? Ils ont tous été pulvérisés. Les Allemands, ils ont jeté des milliers de bombes incendiaires. Tout le quartier du Bourget était complètement... Enfin bref, en 1943, le capitaine Lièvre, il me dit, Robert, je suis démobilisé. Alors là, bien entendu, je ne suis plus, je suis joué faire. Et là, on me dit... Marchand, vous descendez à la caserne de Château-Landon, la 10e compagnie. Alors, je dis, je descends là, c'est pour quoi faire? Oui, parce que les pompiers de Paris, il y avait un colonel allemand, on ne l'a jamais vu, mais c'est lui qui commandait, on était déjà à cette époque, on était déjà à moitié allemand. Alors, il avait décrété que les pompiers de Paris étaient exonérés d'aller travailler en Allemagne. Alors, tous les fils à papa, n'est-ce pas, tous les fils à papa, tous les frères des feignants de tout ça, ils venaient aux pompiers de Paris, n'est-ce pas, pour pas aller travailler en Allemagne, pour pas être payé en Allemagne. Alors, donc, me voilà à la caserne de Château-Landon, n'est-ce pas, mais je refuse de leur faire la gymnastique. Vous refusez de faire... Et le collège des pompiers de Paris, il me met 1 mois de prison. J'ai fait 1 mois de prison, monsieur, à coucher sur le plancher. Et quand j'ai eu fini mon mois de prison, ils m'ont jeté des pompiers de Paris. Alors, me voilà bien. À ce moment-là,
attention, hein, mon machin depuis aller travailler en Allemagne, c'est que ça marchait plus. Alors, il a fallu que je me planque. Alors, je passe rapidement, n'est-ce pas? J'ai dit, je voulais me rentrer dans la résistance, mais il fallait faire attention, il fallait arriver les tuyaux. Hein. Alors, j'avais un oncle à Amiens, n'est-ce pas? Il me dit, mets-toi dans une ferme. Dans les fermes, ils prennent moins les bougards. Alors, qu'est-ce que je fais? Je loue une ferme. Je ne sais pas si vous connaissez. Lompré-les-Corsins. Vous connaissez? Non, vous ne connaissez pas? Je loue une ferme, là, n'est-ce pas? Et mon oncle, il me prête 200 000 francs pour acheter des bestiaux. Malheureusement, je sais que je m'étais mis. Je m'étais mis dans le pays, je sais qu'il y avait plein de... Je sais qui construisait des ordonnancements pour V1. Le premier V1 qu'on a vu passer, monsieur, un petit avion, n'est-ce pas, avec une grande... Et au-dessus, mais au début, ça tombait n'importe où. Il faisait des rampes de lancement pour les V1. Les bombardements commencent, n'est-ce pas? Et la ferme que j'avais louée à Lons-le-Catelet, dévasté complètement. J'ai perdu tout. J'ai tout perdu. Vous savez comment ça s'est fini, la guerre? D'abandonner la ferme, bien entendu, mais je ne l'avais pas mis à mon compte, je l'avais mis au compte de ma mère. Parce que moi, comme j'ai été séparé de ma femme, alors je l'ai mis au nom de ma mère, n'est-ce pas? En 1947, n'est-ce pas? Ma femme est morte, en 1947. J'ai dit, allez Robert, maintenant t'es tout seul, tu fais ce que tu veux. Je fais une demande pour aller en Australie. Alors, il m'envoie 2 pages à remplir. Incroyable. Si vous saviez qu'est-ce qu'il fallait comme renseignement. Incroyable. Alors, 2 mois après, je reçois comme quoi que je suis accepté comme immigrant en Australie, mais on est en 47, il me fallait attendre le mois de janvier 1948, parce qu'il n'y avait pas de transport, il n'y avait rien, et tous les ports en Australie avaient été détruits, ils craignaient une invasion japonaise. Alors, entre-temps, alors je dis bon, je vais attendre, donc je vais attendre 48, n'est-ce pas, janvier 48, et j'apprends qu'on peut aller au Venezuela. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais à l'ambassade du Venezuela à Paris, n'est-ce pas? Et là, immédiatement, il me donne pour aller au Venezuela. Mais là, il fallait que je me débrouille pour avoir du transport. Eh bien, monsieur, je peux vous faire avoir une place, mais c'est difficile, j'ai compris. Avec de l'argent, ben, j'ai allé, moi, je vous donne 20 000 francs pour avoir la place. Il me dit, ça y est, c'est bon. Alors, me voilà parti au Havre, et j'embarque donc sur un bateau, il s'appelait le Colombie. Voilà, j'ai fait un bon voyage, on a mis 22 jours. Par la Guadeloupe, la Martinique, je connais tout. Et j'arrive au Venezuela, et voilà, ça y est, au bureau des médecins français, ils me repassent tout, et puis en même temps, surtout les vaccins. La fièvre jaune, la fièvre amarillable, ça c'est le plus dangereux qui existe là-bas. Alors, je tue tout, et puis au bout d'un mois, voilà, monsieur, vous êtes libre, il me donne ma chambre, voilà, vous êtes vénézuélien. Malheureusement, je me plaisais bien, j'avais trouvé les bons modes de travail, j'avais trouvé un bon travail au ministère des Travaux publics. Malheureusement, il y avait le pétrole. Parce que quand je suis arrivé, c'est la première fois qu'au Venezuela, il y avait un gouvernement qui était légèrement à gauche, n'est-ce pas, nationaliser les pétroles. Ça n'a pas plu aux Américains, bien entendu, c'est eux qui commandaient, c'était quasi une colonie américaine, vous savez.
pour le pétrole, parce qu'il sortait 2 700 000 de barils de pétrole par jour. Il fallait voir ça, vous verriez. Enfin bref, ça n'a pas pris, ça y est, c'est fini. Non, Ça n'a pas pris aux Américains. Ils ont fait ce que j'appelais à ce moment-là le golpe militaire et les vlamettes de Venezuela. Voilà. Alors, vous avez vu, ça recommence là en ce moment. Parce que les Américains, ils veulent reconquérir encore le Venezuela pour le pétrole. Pour le pétrole, parce que là, ça c'est la fini. Hein. Ils viennent de trouver au Venezuela des nappes de pétrole que jamais il n'y a aucun pays qui en a autant. Il y a des milliards de machins au Venezuela. Alors tout le monde veut, tout le monde veut reconquérir le Venezuela. Voilà, c'est fini pour moi. Ah, le Canada. Le Canada. Ah, j'ai réussi avec de l'argent à m'enfuir. J'avais enfuir parce que c'était les Américains, ils avaient mis un dictateur, Pérez Jiménez. J'ai réussi à m'enfuir en payant avec de l'argent. Vous faites tout ce que vous voulez. Si vous avez de l'argent, vous faites tout ce que vous voulez. Alors, je rentre en France, j'apprends qu'on peut aller au Canada. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais à l'ambassade du Canada. 2 mois après, j'ai les papiers pour aller au Canada. J'ai resté 3 ans, ça ne m'a pas plu. J'ai toujours travaillé dans les forêts, tu sais pas, pour le papier, il faut voir ça. Vous verrez, ça, c'est pas croyable. Enfin, bref, je suis parti parce que les Canadiens, ils nous accusaient on venait manger leur pain. Ça m'a dégoûté, je suis rentré en France. Je voulais plus travailler pour un patron, je voulais travailler pour mon groupe, la culture maraîchère. Voilà. Et alors là, nous voilà en 1960, je rachète un vélo et je commence à rouler en vélo. J'ai commencé à rouler en 68, j'ai commencé à faire des rallyes. Et voilà. En 68, j'ai roulé sans arrêt, jusqu'à maintenant. Voilà. Vous connaissez à peu près tout. Maintenant, si vous voulez connaître ma vie encore mieux, il y a un livre qui est paru. Tu n'as pas lu? Il y a un livre qui est paru. Là, vous avez toute ma vie qui est presque détaillée et tout. Voilà. Alors là, j'ai beaucoup.